Euh, je suis ravie de vous recevoir à cette conférence qui est organisée par la commission, oui, la commission santé d'UNI 3. Et nous avons le plaisir de recevoir Laurent Kayser. Alors, Laurent Kayser est la personne pour nous parler de la grippe et, par exemple, pour expliquer pourquoi je suis dans cet état malgré les vaccinations que j'ai eues tout au long des années précédentes. Mais surtout, Laurent est le médecin-chef du service des maladies infectieuses des hôpitaux universitaires de Genève et professeur à l'université de Genève, à la faculté de médecine. Laurent, tu as toujours été pour moi une personne extrêmement créative et très proche de l'ère du temps en créant des entités de maladies infectieuses importantes, comme par exemple le laboratoire de virologie, et puis le centre des maladies émergentes, maladies virales émergentes, je crois, qui sont ces maladies virales qui sont en train d'arriver. On a entendu parler du Covid, et Ebola, etc., qui existent, préexistent ou se réactivent. Et ce sont des maladies qui sont évidemment très dangereuses pour l'humanité. Et dans ce sens-là, il y a une réactivité aux hôpitaux universitaires de Genève et à la faculté en collaboration avec l'OMS pour essayer de lutter contre ces maladies virales émergentes. Et vous avez notamment été chargé de développer un vaccin pour le virus Ebola au moment où il y a eu la grande épidémie d'Ebola il y a quelques années. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est la grippe. Et je pense que parmi tous les virus qui peuvent atteindre l'homme, c'est un de ceux que nous connaissons le mieux. C'est d'ailleurs le titre de ton exposé. Et comme ma voix est un petit peu chevrotante et que ce n'est pas très agréable à entendre, je vais tout de suite passer la parole à Laurent Kayser, que je remercie beaucoup d'être venu jusqu'ici. Alors, merci Anne-Françoise. Et il y a peut-être 37 ans, j'ai eu l'honneur d'avoir une chef de clinique qui m'a toujours marqué. Donc, Françoise, merci de m'inviter aujourd'hui parce que j'ai des souvenirs très clairs de comment on doit dire bonjour à un patient grâce à toi. Alors, moi, je ne peux rien faire. Là, vous m'entendez mieux? Ouais, ok. Euh, L'autre chose dont je peux te rassurer, Anne-Françoise, c'est que ce n'est pas la grippe, ou alors tu seras le premier cas de grippe dans la région. Ouais. Et je pense que c'est plutôt un autre de ces virus respiratoires avec lesquels on doit se battre et avec lesquels l'humanité doit vivre et survivre. Euh, je vais essayer de me faire plaisir cet après-midi puisque j'arrive aussi à un âge où dans un mois, je serai à Uni 3 aussi. Euh, donc, euh, j'ai plus l'âge où je vais suivre une recette directe. On va faire des zigzags. On va parler de vaccins, vous inquiétez pas. On va parler de prévention. Mais j'aimerais vraiment m'axer sur qu'est-ce que c'est un virus dans la première partie de mon exposé et m'attacher déjà à une définition. Aujourd'hui, on va parler de l'influenza, qui est le virus, et la maladie est la grippe. Donc, on va pouvoir mélanger les genres quand on dit virus de la grippe, virus de l'influenza. Il faut bien comprendre, il y a le virus, puis il y a la maladie. Donc, la maladie, c'est la grippe. Le virus, il a un petit nom qui s'appelle influenza. Je vais parler de généralité avec les virus, puisqu'on est entouré de virus. Vous avez eu l'année passée, si je me souviens bien, un exposé sur le zona, que malheureusement, je n'ai pas pu honorer. Vous avez tous dans votre vie été exposés à des virus et j'aimerais un peu installer un peu le paysage. Et l'humanité est exposée à des virus. Quand je suis parti aux États-Unis dans la fin des années 90, travailler sur la grippe, j'ai dit à mon patron, je vais aller travailler sur les virus et la grippe. Et la réponse était, mais Laurent, tout le monde s'en fiche des virus, parce qu'il n'y a pas de traitement. Vous voyez comment les choses ont évolué. Et puis, je vais passablement parler de risque de pandémie. Euh, Même si on n'est pas prophète chez soi, vous avez vu qu'avec le Covid, on impacte pas une société, mais le monde entier avec une pandémie et essayer d'expliquer un peu pourquoi le virus de la grippe est en première, euh,
en première liste ou en haut de la liste des candidats d'une future pandémie. Alors, les virus, c'est la première cause des maladies respiratoires. Anne-Françoise en a un exemple. Première cause des gastroentérites. On ne va pas donner d'exemple dans la salle, mais première cause des infections chez l'enfant aussi. Vous avez déjà vu un enfant les premières années de vie qui va à la crèche toutes les 2 semaines et revient avec une maladie. C'est là que les grands-parents sont mis à contribution. On estime qu'il y a 260 virus qui peuvent infecter l'homme, mais c'est comme dans toutes les spécialités, on a tendance à exagérer. Donc 260, c'est certainement une surexagération. Il y a plein de familles, de sous-familles, mais en fait, il y a beaucoup de virus qui peuvent infecter l'homme. Les virus, ils viennent avec des saveurs différentes. Ce n'est pas tous les mêmes. Vous avez ici une illustration des différents acteurs. Vous voyez des virus qui sont très grands, celui de la variole ici, celui de la grippe qui est là au milieu, puis d'autres qui sont beaucoup plus petits. Ça veut dire simplement qu'ils ne sont pas tous les mêmes. Ils vont voir, ils ont des principes similaires, mais ils ne sont vraiment pas tous les mêmes. La variole, on peut presque le voir au microscope, on peut le voir au microscope électronique, au microscope optique. Juste pour vous rassurer également, vous avez vu que la variole est revenue dans la population mondiale, dans certaines régions d'Afrique, sous forme d'un virus qu'on appelle Mpox, mais c'est rien d'autre qu'un cousin de la variole. Il y a au moins une bonne nouvelle pour l'ensemble de la salle, c'est que s'il y a une nouvelle épidémie de variole, vous êtes probablement tous protégés par le vaccin que vous avez eu il y a environ 50 ans, 60 ans. Et là, ça rentre une autre notion qui est passionnante, c'est que vous avez eu le vaccin de la grippe déjà 10 fois, mais vous n'êtes toujours pas protégé. Et là, je vais essayer d'aborder aussi cette notion. Les virus, c'est des artistes de simplicité. Cette diapositive est un peu longue, mais c'est juste pour exprimer comment vit un agent théoriquement vivant. Je trouve qu'en fait, les virus ne sont pas considérés de l'arbre du vivant par les bactériologistes, les microbiologistes et d'autres personnes parce qu'ils ne sont pas indépendants. Je vous expliquerai plus tard. Mais grosso modo, un virus comme celui de la grippe, il a 8 gènes. Ça veut dire qu'il fait une dizaine de protéines. Il a un code génétique qui est donc très restreint. Il fait un nombre limité de protéines. Et les protéines, c'est ce qui va aider à interagir avec le monde aux alentours. Les bactéries, c'est 500 à 8000 gènes, donc des milliers de protéines. Et une cellule humaine, c'est 20 à 25 000 gènes. Donc on est dans des ordres de grandeur totalement différents. Vous avez des petits individus qu'on appelle les virus, qui sont d'une simplicité relativement extrême, mais qui peuvent quand même mettre la planète à plat. Les virus ont tous plus ou moins le même type de structure. Ils essayent de cacher à l'intérieur de leur structure ce qu'on appelle le matériel génétique, qui est le truc clé pour survivre, pour coder les armes, pour vivre et se transmettre. Le virus de la grippe a une enveloppe, et sur cette enveloppe, il y a deux choses qu'il faut reconnaître, qu'il faut se rappeler aujourd'hui. Une protéine qu'on appelle l'hémagglutinine, avec un H, et une autre qu'on appelle neuraminidase, qui est moins importante, mais surtout hémagglutinine H. Et vous verrez qu'au fil des prochaines minutes, les virus vont être abréviés par H et N. Hémagglutinine et N, c'est en fonction de ces protéines qu'ils ont à la surface. Et ces protéines, c'est les premiers acteurs qui vont permettre d'interagir avec le monde externe, que ce soit une cellule humaine ou l'immunité. Il existe deux grands types d'influenza, l'influenza A et l'influenza B. Ce n'est pas très important, mais vous verrez qu'il faut se souvenir que l'influenza A est celui qui est probablement le plus menaçant pour l'homme. Et l'influenza A vient chez l'homme sous forme de trois différentes saveurs, ce qu'on appelle H1N1, donc l'hémagglutinine 1, l'hémagglutinine 2, l'hémagglutinine 3N2. H2N2, vous pouvez un peu oublier pour l'instant, vous verrez pourquoi plus tard. Mais surtout, actuellement chez l'homme, circulent trois types de virus, le H1N1 et le H3N2 qui font partie du groupe de ce qu'on appelle les influenza A, et des virus qu'on appelle influenza B.
Vous pouvez être indifféremment infecté théoriquement dans la même saison, vous pouvez être infecté par les trois à la suite. Vous n'allez pas être protégé par les trois. C'est pour ça que c'est important de comprendre qu'ils sont plusieurs à circuler. Alors les virus, ils ne font pas partie de l'arbre du vivant pour certains parce que c'est des parasites. Ils ont besoin d'une cellule pour vivre, pour se répliquer. Si vous prenez une bactérie, vous lui mettez un peu de sucre, vous lui mettez un peu de sang, deux ou trois ingrédients, elle va se multiplier sans une cellule. Vous allez avoir un tapis de cellules. Vous allez dans votre frigo, vous voyez des champignons qui poussent partout, etc. Ben, les virus, non, ils ont besoin d'une cellule. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est qu'ils ont besoin d'une cellule humaine, c'est-à-dire les virus humains. Et ils peuvent donc infecter que les cellules qui sont dédiées à cette infection, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un récepteur à la surface qui vont dire au virus bienvenue en quelque sorte. Ce n'est pas donné à n'importe quelle cellule. Vous n'allez pas infecter une cellule du foie avec le virus de la grippe. Un virus qui fait l'hépatite ne va pas infecter les voies respiratoires, etc. Donc, il faut qu'il trouve sa cible. Et ça, c'est très important à avoir en tête. Et il faut qu'il s'adapte à sa cible. Vous voyez ce petit rond rouge ici, c'est l'hémaglutine dont je vous parlais avant. Il faut qu'elle trouve un récepteur, qu'elle vienne se bloquer à la surface de la cellule. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et ensuite, le virus, il peut rentrer dans la cellule humaine et c'est là qu'il libère son matériel génétique. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est des petits virions, des petits enfants qui vont continuer leur vie si, uniquement s'il y a des chaînes de transmission, je reviendrai là-dessus. Il existe plusieurs types d'infections avec les virus. Vous pouvez avoir une infection qui est transitoire et vous guérissez, vous éliminez le virus, vous n'en entendez plus parler. La grippe en est un exemple. Vous avez des virus qui peuvent faire des infections chroniques, c'est plus rare, mais l'hépatite C, par exemple, l'hépatite B. Vous avez le virus à vie si vous ne l'éliminez pas. Vous avez des virus qui sont des artistes pour rester ici à vie dans le corps humain. Le VIH, par exemple, va s'intégrer dans le génome humain, vous ne pouvez plus vous en débarrasser. Une fois que vous avez été infecté avec le virus VIH, vous ne pouvez plus vous en débarrasser. Et puis, il y a 36 000 virus dans chacun d'entre vous qui sont là depuis votre jeune enfance. Le virus de la mononucléose, le virus de l'herpès, le bouton de fièvre, par exemple, le virus de la varicelle, le faire un zona. Ces virus sont intégrés d'une manière ou d'une autre dans votre cellule et ils sont là à vie. Vous ne vous en débarrasserez pas, mais vous allez les contrôler avec votre réponse immune. Le virus de la grippe, ce n'est pas le cas. Une fois que vous êtes infecté, c'est soit vous mourrez, soit vous guérissez. Ce qui est important, c'est que dans tous ces virus, pour avoir ce comportement différentiel dont je vous explique, ça va dépendre du matériel génétique. Alors aujourd'hui, on ne va pas faire de la biologie des virus, mais ça va dépendre du matériel génétique, qu'il soit de l'ARN ou de l'ADN. Alors c'est un facteur clé pour comprendre l'évolution. En deux mots, les virus qui sont dits avec de l'ARN, c'est un matériel génétique qui n'est pas la base du matériel génétique des cellules de l'homme, par exemple. C'est une transition en général, l'ARN, mais pour les virus, c'est leur matériel de base pour un certain nombre. Ils ont une très grande capacité évolutive lorsqu'il y a un virus de type ARN. Et la grippe est un virus de type ARN. Ça veut dire qu'il va pouvoir induire des mutations et également, de par sa structure très particulière de segments de gènes, pouvoir faire également des échanges génétiques. Donc, si vous avez quelqu'un qui peut faire des mutations et des échanges génétiques, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut vous échapper. Échapper, par exemple, à la réponse immunitaire. Normalement, quand on réplique une cellule humaine, tous les petits ronds bleus ici, si c'est le matériel génétique, ils sont tous bleus là en bas. Pour un virus, comme la grippe, il y en a beaucoup qui vont venir rouges à certains points. Mais lorsque vous mutez, ce n'est pas forcément pour le bien. Vous pouvez aussi perdre dans votre mutation. Et la plupart des mutations sont délétères. Si la mutation conduit à avoir une jambe plus petite, bah, vous n'allez pas courir aussi vite. Donc souvent, les mutations, on dit, oh, ils peuvent muter, mais en fait, ça fait partie de leur matériel génétique de base.
Ce n'est pas forcément pour le mieux toujours. C'est juste une façon aléatoire d'essayer de s'adapter à son environnement. Et puis le virus de la grippe, comme je vous l'ai dit, il a plusieurs segments de gènes et il peut les mélanger. Vous mettez un virus X, un virus du monde des poulets, par exemple, qui rencontre un virus humain. Vous pouvez théoriquement, dans un cocktail, qui serait la cellule humaine, finir avec un nouveau virus qui a des nouvelles euh, capacités qu'il n'avait pas auparavant. Le cycle infectieux d'un virus. Il y a une chose qui est assez extraordinaire, en fait, c'est que la plupart des virus, ils rentrent par la muqueuse respiratoire. Ça, c'est le premier cycle. Que ce soit même le virus de la varicelle, la mononucléose, les virus respiratoires, tous les virus qui ne sont pas respiratoires, la plupart rentrent aussi par les voies respiratoires ou oropharyngées. Et puis, c'est assez simple, soit il va réussir à infecter, donc il va trouver son récepteur, il va passer à travers la muqueuse ou les défenses que nous avons. Il n'y a pas de virus qui va pénétrer à travers la peau. Là, c'est imperméable, sauf une série de virus qui sont ceux qui vont faire les verrues. Les virus, c'est des virus. Mais en général, les autres, vous pouvez vous mettre plein de virus de la grippe sur la peau, vous n'allez rien savoir. Quand on vous dit qu'il faut vous laver les mains, c'est parce qu'on met les mains dans le nez. Et c'est là que ça rentre. Ensuite, il faut bien vous dire qu'on est toujours vivant à 65 ans. Et on est exposé à des milliers d'infections. Donc, il y a une élimination de ces virus par notre système immunitaire qu'on appelle inné, c'est-à-dire immédiat. Vous vous défendez tout de suite. Puis soit ça va continuer, faire une infection qu'on appelle abortive, qui va être enfin, qui va pas continuer, ou alors il va y avoir un nouveau cycle infectieux parce que vous n'avez pas réussi à l'éliminer d'emblée pour des raisons X ou Y. En hiver, ça peut être peut-être parce que votre muqueuse est un peu sèche, parce que Anne-Françoise vous a toussé 3 fois dessus avec une très grosse quantité de virus, et puis que vous n'avez pas réussi à vous défendre. Si on avait eu moins, peut-être vous l'aurez éliminé tout de suite, etc. Il y a 1000 facteurs qui vont faire ça. Euh, et donc, euh, les cellules immunes, elles vont se défendre, et si la première étape n'a pas fonctionné, c'est la deuxième étape qui va s'enclencher une fois qu'il y a l'infection. C'est ce qu'on appelle la réponse immune adaptative. On va faire des anticorps, on va faire des lymphocytes, puis on va garder ça en mémoire et après une nouvelle infection, on va pouvoir réactiver ça. Alors, une fois qu'il y a une infection, on va faire des anticorps contre la grippe et on verra qu'ils ne sont pas très efficaces parfois. Ces anticorps, ils sont spécifiques pour un virus. Si vous avez une petite boule bleue ici à la surface du virus, il va faire des anticorps ronds qui vont exactement s'attacher au virus qui a infecté. Et évidemment, si le virus il fait des mutations et qu'il évolue, puis qu'au lieu d'avoir un rond rouge ici, il a un triangle, un rond bleu, il a un triangle rouge, bah, les anticorps que vous avez, ils vont faire que partiellement le boulot. Ils vont peut-être un peu s'accrocher, mais ça ne va pas être terrible. Vous avez un exemple typique, c'est le Covid. Tout le monde dans la salle a été exposé au virus, probablement. Tout le monde a été exposé au vaccin, probablement les deux. Néanmoins, vous avez rencontré un nouveau virus du SARS-CoV-2, vous n'allez pas être aussi malade qu'avant, parce que vous avez des anticorps qui vont faire la moitié du job, mais qui ne vont pas vous empêcher d'être infecté ou d'avoir des symptômes. Donc, une réponse immunitaire après une infection virale, elle peut protéger de l'infection, ça c'est le truc idéal. Vous êtes exposé au virus, ça vous protège, ça l'élimine. Il n'y a pas beaucoup d'exemples très forts là-dedans. Il y en a un qui marche assez bien, c'est la rougeole. Vous avez eu la rougeole, vous, probablement. Vous n'avez probablement pas eu le vaccin, ou certains d'entre vous peut-être. Et vous êtes protégé à vie sur la rougeole. J'ai encore jamais vu une personne de 65 ans qui a eu la rougeole, qui était vaccinée, qui fait la rougeole. Donc ça, c'est un exemple typique d'une immunité qui est capable de vous protéger à vie de manière presque, disons, stérilisante, c'est-à-dire le virus ne va même pas pouvoir pénétrer. Par contre, la plupart des vaccins, ils ne vous protègent pas vraiment de l'infection, mais ils protègent de la sévérité de la maladie. Et c'est ce que fait en particulier le vaccin de la grippe. Puis l'autre problème, c'est que l'immunité, elle peut être à vie, comme celle de la rougeole, comme je viens de vous expliquer,
mais elle peut être aussi de courte durée. Alors, le problème du vaccin de la grippe, ce qui fait les deux mauvaises choses, c'est qu'il protège que partiellement de la maladie. L'infection a lieu, mais en général avec moins de sévérité. Puis l'immunité est en général de courte durée. Raison pour laquelle on le propose, par exemple, toutes les années. Puis il y a une autre notion quand on parle de maladie virale respiratoire de risque de pandémie, c'est l'immunité de masse dans la population. Est-ce que quand un virus arrive dans une population, il y a deux solutions. Soit la population est protégée ou partiellement protégée, ou comme avec le Covid, personne n'a des anticorps contre ce virus. Donc en fait, toutes les portes sont ouvertes. Chaque individu va pouvoir être infecté. Ou alors la population peut être partiellement immune, comme c'est pour la grippe. S'il y a une pandémie de grippe, on peut penser qu'une partie de la population sera partiellement immune à certains virus de la grippe. C'est un exemple typique en 2009, lorsqu'il y a eu la pandémie de grippe de 2009. Euh, Pandémie dont tout le monde ne se souvient pas parce que ça n'a pas tué assez de personnes, ça n'a pas. Enfin bref. Mais les personnes âgées étaient protégées, probablement parce qu'ils avaient une mémoire partielle contre des infections du virus qui avait circulé à l'époque. Le dernier point, c'est qu'un virus, il existe que s'il se transmet. Le virus le plus méchant comme l'Ebola, il est peu à même de pouvoir faire une pandémie parce qu'il faut être très proche, il faut avoir des contacts rapprochés. Donc, un virus, il doit se transmettre pour être visible dans la population, pour survivre, puisqu'on est au milieu d'une infinité de virus dans l'environnement. Il faut qu'il ait il n'existe pas s'il ne se transmet pas. Et puis, chaque virus a des capacités différentes à se transmettre. Par exemple, la grippe, rarement un individu va infecter plus que deux personnes. Mais il faut infecter au moins plus d'une personne pour qu'une chaîne de transmission ait lieu. La rougeole, si on est dans une salle où il n'y a que des enfants qui n'ont pas été vaccinés, il y a facilement un individu va infecter 8, 10 personnes. Donc les virus ont aussi une capacité intrinsèque à infecter pour différentes raisons qu'on ne va pas élaborer, mais c'est important à avoir en tête. Même le SARS-CoV-2, l'agent qui a causé le Covid, la pandémie, il n'a pas un facteur de transmission qui est plus que une, deux, trois personnes, dépendant des sous-types. Ce n'est pas énorme, mais ça suffit pour faire une pandémie si la population est susceptible. Évidemment, pour transmettre un virus, le plus facile, c'est les voies respiratoires. Vous êtes dans le bus, vous êtes dans une salle fermée, ici, sans ventilation, si quelqu'un tousse, etc. Et en plus, si le virus a la capacité de se produire sous forme de ce qu'on appelle des petites particules, des aérosols qui suspendent dans l'air, qui vont rester longtemps. Alors, le virus de la grippe, il fait à peu près tout ça. Il fait des grosses gouttelettes, il fait des aérosols. Il est assez bien pour se transmettre. Il se transmet par voie respiratoire. Qui est vraiment, évidemment, si vous voulez faire une pandémie avec un virus comme le VIH, bah, ça va toucher qu'une certaine forme une certaine sous-groupe de la population, ceux qui ont des relations sexuelles et puis qui ont des contacts non protégés. Mais ça va être difficile de faire une grosse pandémie à l'échelle mondiale chez tout individu. Avec un virus respiratoire, c'est l'idéal. Et puis après, ce qui est important, c'est de comprendre à l'échelle d'une épidémie, et vous avez des épidémies de grippe saisonnière, tous ces facteurs, c'est ceux qui vont déterminer si un individu va infecter une ou deux personnes, quelle va être la chaîne de transmission et à quelle vitesse ceci va pouvoir se distribuer. Alors maintenant, venons-en au virus de la grippe. Et arrêtons-nous sur le cas de Anne-Françoise Alaz, qui est venue nous dire qu'elle avait peut-être la grippe, mais en fait, elle sait qu'elle n'a pas la grippe, parce que la grippe, ça circule à partir d'un certain jour pendant plusieurs semaines, et ça se répète ici chaque fois. C'est le rose que vous voyez ici. Et vous voyez que c'est aussi noyé dans d'autres courbes, jaune, grise, bleu, vert, violette, c'est égal, qui sont les autres virus respiratoires. Et vous voyez que tous ces virus ont une sorte de propension à faire des épidémies saisonnières, et l'hiver en particulier est vraiment la saison la plus favorable pour beaucoup de ces virus.
Les populations touchées vont être différentes aussi, hein. Certains virus touchent plutôt les nourrissons, les petits-enfants, d'autres plutôt les adultes. Donc, ce qui est très important, la première chose, quand on dit qu'on a la grippe, il faut au moins que le virus circule dans la population. Actuellement, il ne circule pas, bien qu'il est possible qu'Anne-Françoise ait la grippe si elle revenait d'Australie ou du sud, de l'autre côté de la Terre, ou qu'elle ait voyagé dans un aéroport où il y avait d'autres personnes, etc. Mais cet aspect saisonnier de la grippe est vraiment extrêmement pertinent. On voit arriver les premiers cas, puis ensuite ça monte progressivement, puis après ça redescend. L'épidémie de grippe en 2025, euh, quelle va être l'épidémie maintenant, ces prochains mois, ces prochaines années, dans l'hémisphère nord? Alors en général, pour analyser ça, on se base sur ce qui s'est passé dans l'hémisphère sud, puisqu'ils ont 6 mois d'avance. Ils ont l'hiver quand nous, on a l'été. Et donc, on essaye de faire des prédictions en fonction de ce qui s'est passé dans l'hémisphère sud. On ne va pas aller dans les détails, mais il y a eu une épidémie de grippe que j'allais dire décente et qui a fait les ravages qu'on a le droit d'attendre d'une épidémie de grippe avec des excès d'hospitalisation. Sans plus. C'est-à-dire, il n'y a pas eu un phénomène plus particulier. Mais vous verrez assez vite dans les journaux des exagérations, une épidémie de grippe incroyable, les hôpitaux, blabla. Oui, les hôpitaux, des fois, ils sont surchargés. En hiver, on le sait, ça fait à peu près 200 ans que ça existe. Mais cette année, on va s'attendre à une épidémie de grippe, j'allais dire décente. Vous m'avez compris quand je dis ça. Ni moyenne, moyenne supérieure. Alors, la grippe, c'est quoi comme maladie? Quand on parle de maladie, on parle de virus, mais il faut comprendre, on ne va pas regarder ce schéma de la biologie, mais c'est juste pour illustrer un peu en arrière-fond. Parfois, quand on est malade, ce n'est pas à cause de l'agent lui-même, mais de la réponse immune. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'agent pathogène va conduire à une réaction du système immunitaire qui potentiellement pourrait faire plus de dégâts que s'il était resté calme. Et un exemple typique, c'était le SARS-CoV-2, le Covid. Chez les personnes d'un certain âge, le système immunitaire ayant vieilli, ou chez les personnes obèses ayant une inflammation chronique, ou chez certaines personnes qui ont des conditions particulières, le système immunitaire, à un moment donné de l'infection, s'emballe et va toucher les poumons. Donc parfois, on est plus malade de notre surréaction que de l'agent infectieux lui-même. Pour la grippe, c'est un peu la même chose, mais à un degré moindre que ce qu'on peut observer avec le SARS-CoV-2 au début de l'épidémie. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que c'est une grippe? Il n'y a rien qui ressemble moins à une grippe qu'une infection des voies respiratoires par un des dizaines de virus que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a des signes typiques, mais souvent, euh, c'est des signes non spécifiques. On est grippé, vous avez entendu, vous êtes au mois d'août, vous dites je suis grippé, alors qu'il n'y a pas de virus de la grippe. Donc, le premier point, c'est que le virus doit être présent dans la communauté, raison de ma remarque au début de l'intervention. Et puis, il y a un autre problème, c'est qu'avec l'âge, les comorbidités, les présentations cliniques sont atypiques. Il y a quelques années, j'ai amené ma maman aux urgences, elle n'allait vraiment pas bien, je ne sais pas ce qui se passait. Puis la jeune interne que j'avais formée me dit, Laurent, votre maman a une grippe. Je dis, ben Dieu, je l'ai mal formée, hein, parce que moi, je n'avais jamais pensé qu'elle avait une grippe. Évidemment, elle avait une grippe. Mais chez les personnes âgées, les présentations cliniques, et chez les nourrissons aussi, seront totalement atypiques. Il y a pas, je ne peux pas vous dire avec des signes cliniques, voilà, c'est une grippe. C'est difficile. Néanmoins, il y a toute une constellation de signes qui vont nous aider. La fièvre qui arrive brutalement, cette impression des gens, écoutons les gens quand ils viennent chez le médecin. Je me sens grippé, je ne me sens pas bien, j'ai des frissons. Euh, Congestion nasale, un petit peu de rhinorrhée, mais surtout la congestion nasale, la toux, pharyngite, mal à la gorge, cette fatigue, ces douleurs dans les muscles. Tout ça sont des signes assez typiques d'une grippe, mais ne vont pas forcément nous aider dans des circonstances particulières. Et ce qu'on craint le plus, c'est l'atteinte des poumons par le virus lui-même.
En fait, c'est extrêmement rare avec la grippe, au contraire de ce qui s'était passé au début de l'épidémie de Covid. Le virus de la grippe touche les poumons, mais vraiment, ce n'est pas sa cible première pour le virus normal de la grippe, le virus saisonnier. Il va toucher l'arbre supérieur et puis un peu l'arbre inférieur, mais surtout, il va faire le lit éventuellement pour des surinfections bactériennes. Quand vous aviez le Covid, normalement, je pense que la plupart des gens qui ont eu le Covid ici dans la chambre n'ont jamais reçu d'antibiotiques. Si vous avez une grippe et que vous n'allez pas bien voir votre médecin, il est fort à parier qu'une grande partie de vous vont devoir avoir des antibiotiques. C'est une grande différence entre les différents virus respiratoires. Puis il y a une chose qui est souvent qu'on ne dit pas, je ne vais pas vous donner les chiffres de l'OFSP ici, pour une raison très simple, c'est qu'ils ne valent rien du tout. L'OFSP surveille la grippe dans la communauté par des médecins qui participent à des surveillances. L'OFSP, comme l'OMS ne l'exige pas, ne surveille pas dans les hôpitaux. C'est le seul endroit où ça a un sens. Combien d'années cette année de personnes ont été hospitalisées avec la grippe? Et quand on surveille une maladie infectieuse, on regarde le premier jour, la première semaine, et puis c'est fini. Pour ceux qui sont occupés de personnes âgées, il y a d'autres choses qui se passent. Une fois que vous avez chopé la grippe, vous avez été déstabilisé avec des comorbidités qui sont exacerbées. Il y a une fatigue intense qui s'installe, une dégradation d'état physique et psychique avec une sorte de dérive qui peut avoir lieu. Et puis, vous avez des complications de la grippe après 3 mois finalement, ou 2 mois, parce que vous avez pris le mauvais chemin tranquillement à cause d'un premier événement qui n'a pas été jugé particulièrement intense par le jeûne interne qui a vu les patients à l'hôpital. Et là, on n'a pas de chiffres. Mais pour moi, c'est évident que c'est un impact sérieux, saisonnier, chaque année, sur la population qui est susceptible, et en particulier les personnes âgées. On a des traitements antiviraux pour la grippe. Alors ça, c'est la beauté de la Suisse. Vous verrez pourquoi peut-être ils ne sont pas disponibles. Il y a un médicament qui s'appelle Tamiflu depuis 25 ans, 30 ans. Un autre plus récent qui a ce nom barbare de Xofluza. Ils coûtent cher, ils ne sont pas remboursés, mais ils sont reconnus par nos autorités suisses médiques, mais pas par les assurances. Donc c'est la raison pour laquelle ils ne vous sont jamais prescrits. Bienvenue en Suisse, des aberrations complètement absurdes. Après, la question, c'est est-ce qu'ils ont vraiment une efficacité ou quoi? Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas remboursés parce que je pourrais vous lister 25 autres médicaments qui n'auraient pas de raison d'être remboursés si on appliquait les mêmes règles. Ces médicaments peuvent prévenir les complications de manière modeste, ils peuvent prévenir la durée de la grippe. Par contre, une fois qu'on est hospitalisé avec la grippe, on n'a pas beaucoup d'évidence qu'il y a une différence et on conduit des études actuellement à Genève, on est probablement le seul au monde à faire ça, qui va comparer l'efficacité de ces traitements à des traitements standards, mais on ne va pas aller dans les détails ici. Juste pour vous dire qu'il existe des antiviraux que vous ne les voyez pas pour des raisons qui sont un peu complexes. À mon avis, on mériterait de les utiliser plus souvent dans des cas particuliers. En tout cas, nous, on les utilise en clinique chez les patients qui viennent avec des grippes sévères à l'hôpital. Ensuite, ces prophylaxies antivirales, elles pourraient être aussi utiles dans d'autres circonstances. J'aimerais juste mentionner dans les OMS, dans les endroits où les patients ne sont pas vaccinés. Et dans les OMS, vous avez souvent tout d'un coup une personne qui est infectée, toute la chambre qui est exposée. Et là, de donner les prophylaxies, ça marche vachement bien. C'est de nouveau pas forcément assez utilisé. Après, on peut se protéger de la grippe, hein. On peut mettre des masques. Je ne sais pas si vous avez invité une fois Didier Pittet, mais il vous dirait qu'il faut vous laver les mains. Il a raison, mais surtout pas se mettre les mains dans le nez. Mais évidemment, la chose qu'on a à disposition, c'est un vaccin. Alors, le vaccin de la grippe, c'est une injection, comme tous les vaccins. Et en général, on utilise 3 composants. Vous avez montré tout à l'heure le virus A avec 2 virus H1N1, H3N2. Ça pourrait être les 2 premiers en bleu et vert. Puis l'influenza B comme 3e composant. Donc les vaccins que vous recevez pour la grippe, ils ont 3 composants. Ils devraient avoir 3 composants maintenant. Ils en avaient 3 pendant des années, ils en ont eu 4 quelques années. Cette année, ils en ont encore 4 parce que les autorités de régulation sont en retard.
Les trois composants suffisent, deux représentants de l'influenza A et un représentant de l'influenza B. Le problème, c'est l'efficacité de ces vaccins. Ça varie entre 10 à 60% en fonction de la situation. Bon, ce n'est pas terrible, hein. Si vous êtes un vendeur d'un truc X ou Y, puis vous dites ça marche dans 10 à 60% des cas, vous allez avoir de la peine à vendre votre bibine. Mais concentrons-nous sur le fait, je vais vous montrer d'autres chiffres de ce 60%, euh, parce que c'est probablement plus autour de 50-60%. Par contre, il y a des années où on peut se louper. Parce que la composition du vaccin, elle est effectuée en fonction de ce qui s'est passé dans l'hémisphère sud, et on doit adapter le vaccin à ce qui va circuler. Donc, si vous êtes à côté de la cible, que vous n'avez pas eu le temps de préparer les vaccins, bah, vous pouvez vous retrouver avec une efficacité très faible. Le vaccin de la grippe, on dit qu'il prévient les infections sévères. Euh, En général, dans 40 à 60% des cas, il réduit les infections symptomatiques, mais surtout, il réduit la sévérité et il prévient un certain nombre d'hospitalisations. À nouveau, ces chiffres, pour moi, sont relatifs. Je suis convaincu que ce vaccin est utile, mais il ne faut pas le survendre de manière exagérée non plus. Alors, j'ai sorti les chiffres en Australie, les estimations pour l'hémisphère sud actuellement. Euh, pour ce qui est de la grippe H1N1, alors, juste encore quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que dans la même saison de grippe, vous pouvez avoir trois virus de la grippe qui circulent. Le H1N1, le H3N2 et le virus B. Donc l'efficacité du vaccin, elle peut être différente selon le sous-type de virus qui va circuler. Et on estime que, vous voyez, on est plus autour de 60% de prévention des hospitalisations chez les personnes vaccinées. 60%, c'est pas mal, hein, pour une maladie qui est très largement distribuée dans la population. Et vous avez ici la composition qui a été faite, je vais passer là-dessus. Le prix du vaccin est est à 27 francs, mais pour les personnes âgées, n'oubliez pas de dire à votre médecin, si vous avez des facteurs de risque ou plus de 75 ans, qu'il y a un vaccin qui est dosé un peu plus que les autres et qui est plus efficace à partir d'un certain âge. En général, moi, je le propose au-dessus de 65 ans chez à peu près tous les patients que je suis. Voilà pour ce qui était du vaccin saisonnier de la grippe. Passons maintenant à quelque chose qui m'a passionné ces 20-30 dernières années, qui sont les pandémies et les risques associés à ces virus. Sauf si est-ce qu'il y a des questions à ce stade, on prend les questions à la fin. Ouais. Alors, le titre de ma présentation, c'était L'homme et ses petits compagnons, là, au fil du temps. Ça, c'est les courbes de 1918, donc il y a plus de 100 ans, de la grippe dite espagnole. Il y a eu des épidémies de grippe déjà au 19e siècle, qui sont mal documentées. Les virus, on les a identifiés dans les années 30, 40. C'est tard par rapport aux bactéries. Et on a eu beaucoup de peine aussi à identifier les virus au fil du temps. On a vraiment commencé au début des années 2000 grâce aux techniques moléculaires. Sinon, on passait à côté de beaucoup d'infections virales. Voici des photos que vous avez vues. Ça, c'était le Town Hall allé à Zurich, où vous aviez des dizaines et des centaines de soldats qui étaient hospitalisés en 1918. Puis ici, vous avez les courbes de mortalité de 1918 aux États-Unis. Les États-Unis est un pays qui ne compte pas à l'échelle mondiale, euh, mais je me concentre donc que sur la Suisse. Et vous avez ici le nombre de décès par mois ou trimestre, je ne sais plus, en Suisse. Et vous voyez ici qu'à un moment donné, en Suisse, il y a eu des centaines et des centaines de morts dans le pays dues à cette grippe de 1918. Donc, on essaie de comprendre l'histoire pour essayer aussi de comprendre ce qui pourrait se passer. Vous verrez que je suis pas, faut pas acheter ça, euh, faire un copier-coller de ce qui s'est passé dans le passé pour prédire le futur. Vous verrez que c'est une de mes conclusions. Néanmoins, c'est pour vous donner une idée de ce qui peut se passer avec ce virus. L'autre chose importante qui ne transparaît pas ici, pardon, je suis perdu pour revenir en arrière.
qui ne transparaît pas ici, c'est que les personnes qui décédaient en 1918, ce n'étaient pas les personnes âgées, et en particulier les personnes jeunes. Il y a eu d'autres ensuite pandémies à travers le monde. En 1957, avec la grippe qu'on a appelée asiatique, qui était faite par un H2N2 qui a disparu maintenant. C'est pour ça que je l'ai mentionné juste au début, mais plus après. Puis H3N2 pour la grippe dite de Hong Kong en 1968, et puis le H1N1 en 2009. Ce qui est extraordinaire avec ça, et c'est quelque chose que les gens ne réalisent pas, c'est que depuis la pandémie de H3N2, c'est le même virus qui a continué à évoluer et qui est venu chaque saison, chaque année. Pas tout à fait le même, puisqu'il a muté, etc. Mais il est né là, puis il est resté dans la population. Depuis 2009, 90%, 90% des épidémies de grippe saisonnière ont été dues au virus H1N1 qui est apparu en 2009. Covid, il est apparu il y a 5 ans. Vous avez des pics de Covid tous les 6 mois dans la population. Il est là pour rester, il est implanté dans la population. Donc, une fois qu'on a une pandémie, ce n'est pas ciao bye, ça reste. Donc, quand on parle de pandémie, ça veut dire qu'on va payer des morts, on va payer des hospitalisations pour des années. Ça, c'était. J'ai bien aimé cette image en préparant ici parce qu'il y a plusieurs messages ici. C'était en 1968, en décembre. Vous voyez qu'on fermait déjà les hôpitaux, on mettait déjà des masques. Finalement, ça nous rappelle un peu ce qu'on a fait depuis toujours. On n'a pas beaucoup changé notre façon de réagir à ces pandémies parce qu'on n'a besoin que d'outils simples. Fermer les hôpitaux, s'il y a une nouvelle pandémie, c'est vraiment quelque chose qu'il faut arrêter de faire. C'était une erreur majeure. Fermer les EMS, fermer les visites, c'était une erreur majeure. On les a fermés pendant la phase aiguë. Je pense que c'était légitime, mais on ne les a pas réouverts assez tôt. Ensuite, on a forcément une vision un peu égocentrique du monde. Quand on est un humain, on pense qu'il n'y a que l'homme sur la planète. Vous savez que ce n'est pas vrai. D'abord, il y a des oiseaux sauvages, il y a des animaux sauvages. Puis l'homme a aussi inventé des usines particulières à animaux qui sont des usines à virus. Je vais vous expliquer ça ces prochaines minutes. On partage 80% des virus avec le monde animal. La grippe, c'est vraiment le premier exemple. Ça ne veut pas dire que s'il y a le virus du VIH du singe qui est chez un singe et que j'embrasse un chimpanzé, je vais attraper le VIH. Je suis même sûr que je ne vais pas l'attraper. Les cochons que je vous ai montrés là, je peux vous assurer qu'on va chez un fermier dans le côté de Fribourg. On va prendre les fientes, on va prendre les éjections de cochon, les frotter dans le nez. On va trouver du virus de la grippe H1N1 du cochon. Alors, il y a un truc qui est très important qui s'appelle la barrière des espèces. C'est-à-dire que vous avez un virus similaire chez un animal, mais l'homme a une barrière, ou vice-versa, qui est due au type de cellule, à son immunité, à 36 000 trucs, aux récepteurs qu'il n'a pas à la surface, etc., qui fait qu'il n'y a aucun danger, par bonheur. Et le monde animal est le réservoir de tous les sous-types de virus influenza. Alors, je vous ai montré ce H. Il y a 18 types de H différents. On les trouve tous dans le monde animal. Chez l'homme, pour l'instant, il n'y en a eu que 3. Ça illustre cette barrière des espèces. Vous n'êtes pas en danger avec un virus du H7S7 qu'on trouve chez le cheval. Chez le phoque, il y a aussi un certain nombre de virus. Bon, déjà, pour rencontrer un phoque qui a le rhume et puis qui vous transmet, c'est déjà pas facile. Mais bon. Les chauves-souris, on a un certain nombre, etc. Bref, on est protégé par bonheur. Donc, il n'y a que 3 virus qui ont réussi chez l'homme, comme je vous l'ai expliqué jusqu'à présent. C'est le H1N1, le H3N2, et puis pour l'influenza A, le H2N2 en Asie, la grippe asiatique a disparu finalement, puis l'influenza B. L'influenza B, c'est très particulier. Ça fait une maladie moins sévère. Ça arrive souvent en fin de saison. Et il n'y a pas de réservoir animal. C'est seulement l'homme. Donc, théoriquement, on pourrait s'en débarrasser. Mais ça, c'est une autre histoire.
Chez l'animal, le virus, ça ne fait pas une infection des poumons, ça fait une infection du tractus gastro-intestinal en général. Ça veut dire que vous allez avoir des déjections et des possibilités de transmission qui sont aussi assez importantes. Surtout si vous mettez dans un endroit des poulets, des cochons et d'autres animaux, et puis tout d'un coup un pigeon voyageur qui vient passer. Donc vous avez une sorte d'équilibre dans ce monde qui est valable pour les virus de la grippe, mais pour plein d'autres choses au niveau d'écologie. Je ne suis pas un spécialiste de l'écologie, des problèmes environnementaux et des équilibres multiples. J'aime bien cette diapositive qui explique, sans qu'on ait besoin de la lire, les interactions complexes qu'on peut avoir dans un monde entre animal et entre l'homme et entre les conditions climatiques, etc., etc. Les animaux sauvages, comme je vous ai montré l'oie là tout à l'heure, ils posent un problème potentiel. Ils peuvent être infectés à des très hautes doses, lâcher leurs missiles de virus en volant, ils ne sont pas malades. Puis il y en a d'autres, comme les poulets, qui avec le même virus peuvent tomber comme des mouches un après l'autre. Donc, ces virus peuvent voyager à travers ce qu'on appelle les flyways, les, les routes qu'empruntent les oiseaux pour traverser les continents. Et évidemment, contrôler une oie sauvage, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est les différentes zones où on peut voir des oiseaux migrateurs qui traversent les continents et c'est clairement une façon dans laquelle le virus traverse les océans. Évidemment, il y a d'autres façons de traverser les océans, hein. Ça, c'est une carte du 6 juillet de 2025 euh, du nombre d'avions à un instant donné durant la journée qui sont à travers le monde. Puis je vous ai expliqué que ces virus, ils mutaient. Donc théoriquement, un petit rond rouge comme ça, il ne s'accroche pas trop bien sur un récepteur, mais s'il devient un peu ovale et orange, tout d'un coup, il peut être beaucoup mieux dans ce récepteur pour la cellule. Donc si ça, c'est un virus de l'animal qui rencontre un récepteur humain, il n'y a pas de risque. Par contre, comme ça s'est passé avec le SARS-CoV-2, il y a eu 2 ou 3 mutations et tout d'un coup, bingo, il s'adapte et il passe de l'animal à l'homme. Mais là, il y a ce qu'on appelle la barrière des espèces, ce n'est pas trivial. Mais plus il y a d'opportunités, plus ça peut arriver. Et un jour, ça va arriver. Quand, on ne sait pas. Cette barrière des espèces, c'est, comme je l'ai expliqué, c'est très important. J'adore cette diapositive que j'avais hésité à montrer parce que ça fait 25 ans que je l'avais sortie, mais chaque fois, je rajoute une nouvelle photo parce qu'on en trouve. Mais ça, c'est la variole du chameau, de la vache, du singe, de la souris. Si vous prenez ces virus et que vous les mettez chez l'homme, vous risquez rien. Mais vous voyez que la maladie est la même. Bon, actuellement, il y a quand même un virus de la variole du singe qui a fait des mutations suffisantes, des rangements génétiques suffisants pour faire ce qu'on appelle le Mpox, la variole du singe qui est passée chez l'homme. Donc ça existe, c'est possible. Et puis, depuis que j'avais commencé la virologie clinique, depuis 30-40 ans, j'ai listé qu'un certain nombre d'épidémies qui ont eu lieu, qui étaient significatives. Vous avez ici celle qui nous concerne H1N1 en 2009. Et toutes les épidémies en bleu ici, on ne va pas aller dans le détail, mais le HIV inclus, c'est tous des virus qui sont issus du monde animal. Le Covid ici, le SARS-CoV-2, le West Nile, dont vous allez entendre parler, l'Ebola, la fièvre jaune, l'hépatite E, etc. Tout ça, ça vient du monde animal. Alors, vous allez me dire comment on sait qu'en 2018, on a pu reconstituer que c'est un virus H1N1, puisqu'on a découvert les virus dans les années 30. Ça, c'est une histoire assez extraordinaire. Les chercheurs ont été dans des tissus d'autopsie de soldats morts pendant la guerre de 1918. D'autres ont été dans les permafrosts au nord de la Norvège, au temps où les permafrosts existaient encore. Ils ont retrouvé
des tissus d'hommes et ils ont pu reconstituer le matériel génétique du virus et nous montrer que c'est un virus H1N1. Et qu'est-ce qu'on a appris ici? On a compris que ce virus venait du monde des oiseaux. C'est un virus avien. Donc, l'histoire qui se répète. Et tous les pandémies qui ont eu lieu, 1918, 1957, 1968, sont venues du monde animal, soit totalement du monde animal comme en 1918 probablement, ou alors en mélangeant avec des virus humains à l'occasion de deux rencontres chez le même individu. Ce qui est extraordinaire, c'est aussi en 2009, le virus H1N1 qui a fait la pandémie de 2009 et qui depuis fait ses épidémies saisonnières. Et ça fait maintenant 16 ans que chaque année, vous avez un vaccin dans lequel vous avez du H1N1 qui est issu de cette pandémie. Si on essaie de retracer l'histoire des gènes du virus de 2009, puisque maintenant on a des moyens génétiques absolument, d'analyse génétique absolument phénoménales, on s'aperçoit que qu'une grande partie des gènes sont déjà issus de 1918. Tous les gènes, finalement, avaient plus d'une centaine d'années. Simplement, ils ont évolué dans des animaux, ils ont évolué chez des cochons, ils ont évolué chez des oiseaux. Puis, à un moment donné, ils se sont rencontrés, ils se sont mélangés. Tout ça pour vous dire qu'on est dans un système qui est imprédictible. Vous avez un environnement où se passent des phénomènes, et j'aime bien dire que, en fait, ces virus, c'est des bioterroristes naturels, potentiellement. Ils arrivent à créer des armes qui sont potentiellement euh, néfastes à l'homme. Maintenant, avant de terminer, je vais finir avec un virus qui nous préoccupe actuellement qui s'appelle le H5N1, le virus de la grippe aviaire. Je pense que vous avez tous lu dans les journaux grippe aviaire à gauche, à droite, ou vu des photos. C'est quelque chose qui est assez extraordinaire en train de se passer parce que l'amplitude est totalement inhabituelle. La première apparition est à Hong Kong en 97. Ça, c'est un autre message. Les virus, eux, ils s'en fichent de la durée de vie d'un homme. Leur échelle de temps, c'est pas 85 ans ou 10 ans qu'on va vivre. Leur échelle de temps, elle n'est pas limitée. Ils vivent, ils vivent leur vie, ils n'ont pas un chronomètre derrière eux. Donc, ils prennent leur temps. C'est un virus qui est soit indolent, soit hautement pathogène chez l'animal. Il y en a plusieurs formes, on ne va pas aller dans les détails. Il peut tuer des poulets, comme il peut simplement, les poulets peuvent être porteurs. Par contre, c'est une cause de destruction d'élevage de poulets, et c'est une cause de destruction également d'élevage porcin. Si j'avais fait cette carte il y a 20 ans, il y aurait du rouge qu'à 2 ou 3 endroits. Ça, c'est la façon dont on retrouve ce virus dans les endroits où il a été cherché à travers le monde. Il ne faut pas se leurrer, hein, quand c'est gris ici, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Hein. On est dans le continent africain où les moyens, malheureusement, que ce soit en santé ou en détection d'autres agents pathogènes, n'existent pas ou ne sont pas disponibles. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Bref, c'est dans le monde entier circule ce virus, soit dans le monde animal, sauvage, soit dans le monde euh, des, des, des fermes ou des industries animales. Il y a actuellement un impact écologique majeur. On pense qu'à l'homme en général, mais on vit dans un environnement complexe dans lequel on tient beaucoup. Et actuellement, il y a plus de 480, il y a presque 500 espèces d'oiseaux, des dizaines d'animaux, de mammifères qui ont été touchés. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout l'habitude de voir. Il y a des endroits où il y a des pélicans au Chili ou ailleurs qui ont été complètement décimés. Il y a des endroits où vous pouvez voir des plages où vous avez des centaines de phoques qui sont malades avec ce virus parce qu'ils se nourrissent sur les plages où il y a des oiseaux migrateurs, etc. Il y a des contacts. Il y a un impact écologique qui est majeur et récemment, vous avez vu, c'était la semaine passée, je crois, en Allemagne où il y avait non, je crois que c'est pas des cigognes, je ne sais plus ce que c'est, euh, migrateurs dans un endroit où ils étaient toujours en bonne santé et puis voilà qu'il y en a maintenant des centaines de milliers, des centaines qui sont détruites par des milliers, qui sont malades de ce virus H5N1. Donc ça veut dire opportunité de transmission aussi. Hein. Vous voyez les tenues qu'ont ces messieurs. Il y a des opportunités potentiellement de transmission. C'est comme ça que ça pourrait commencer.
Euh, Ce virus H5N1 évolue, je ne vais pas aller dans les détails, mais il existe déjà sous différents types de formes parce que les gènes se sont échangés, il n'a pas arrêté de bouger, de muter. Et puis, alors, il y a une histoire qui est absolument incroyable qui est arrivée aux États-Unis en 2024-2025. C'est l'arrivée subite de vaches malades chez qui on a mis en évidence ce virus H5N1. Et on n'avait jamais vu ça auparavant. Des vaches infectées avec l'arrêt de production de lait, des petits chats de la ferme qui viennent boire le lait qui tombe malade, etc., etc., etc. Il y a eu également une infection des élevages de poulets. Alors, c'était important pour les Américains parce qu'il n'y avait plus d'œufs dans les supermarchés, parce qu'ils ont dû abattre des milliers d'élevages. Et puis, ça fait augmenter le prix des œufs. Juste encore au passage, la plupart des vaccins, ils sont faits sur des œufs. Et le virus H5N1, il tue les œufs. Imaginez comment il faudra faire pour faire des vaccins. Bref, je ne vais pas aller dans les détails, mais il y a eu une épidémie parmi les élevages de vaches qu'on n'avait jamais vu auparavant. Donc un comportement nouveau avec des très hautes quantités. Imaginez le nombre de virus que vous pouvez trouver dans une vache, hein. C'est énorme. Et puis, il y a eu 70 cas humains. Ces cas humains, c'est important parce que c'est 70 ici, puis ça, c'est tous les cas humains de H5N1 qui avaient été observés depuis 1997. Donc un pic de cas humains, mais souvent avec des maladies atypiques, des grippettes ou des conjonctivites, comme vous voyez ici. Donc une présentation clinique qui n'est pas du tout copié-collé à ce qu'on pouvait attendre. Il y a eu 2 cas de personnes qui sont décédées, c'est des personnes qui avaient des comorbidités, certaines des immunosuppressions, comme toute infection, chez des personnes très susceptibles, ça peut tuer. Alors, c'est très important de surveiller. Et un des jobs des différents centres X ou Y, c'est de surveiller l'évolution de ces virus. Et vous voyez ici simplement un arbre de famille, un arbre généalogique, on appelle ça des arbres phylogénétiques, où vous suivez l'apparition des mutations, des nouveaux virus à travers le monde, etc. Pourquoi on fait ça? C'est pour essayer de prédire. Vous avez compris que prédiction est un exercice difficile. Je pense que la meilleure façon d'essayer de, de, de prédire et d'affiner nos outils, c'est d'utiliser les présidents américains. Ça commence avec George Washington en 1789, qui a donné naissance à une lignée de virus ou de présidents. On tenait à Thomas Jefferson et à la lignée par la suite de ce qu'on appelle euh, les démocrates. Puis est arrivée une autre lignée avec d'autres mutations qui ont donné naissance à Abraham Lincoln et à toute une série de républicains qui chaque fois ont un peu modifié leur comportement. Après est arrivé un nouveau variant inattendu en 2008. Puis ensuite, il y a eu plein de nouveaux mutants qui ont échoué. Je vous disais tout à l'heure, quand on mute, on ne va pas forcément gagner. Jusqu'au jour où il y a quelque chose qui est arrivé qu'on n'arrive pas à joindre à la barrière ou à l'origine de l'humanité. Un autre qui a essayé de nouveau de réémerger, mais qui n'a pas réussi, parce que souvent ces virus réémergent. Une nouvelle mutante qui n'a pas réussi aussi. Jusqu'au jour est arrivé de nouveau celui qui a continué à évoluer, qui a gagné en fitness et qui s'est imposé. Tout cela en sautant la barrière des espèces et de la décence et de toute moralité. L'autre chose qu'il faut avoir, si je vous montre ça, c'est qu'on n'est pas dans un environnement neutre. Il y a ce qu'on appelle les pressions de sélection qui ont un impact certain sur l'ensemble de la planète, sur l'ensemble des interactions qu'on a avec les virus, avec le monde en général. Et vous voyez que ceci va déterminer également notre capacité à évoluer. Donc, pour conclure, ce que j'essaie de vous dire, c'est que
ce virus de la grippe saisonnière, c'est une cible mouvante qui va pouvoir faire des mutations. On n'est pas à l'abri d'avoir une saison grave un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, avec un vaccin qui ne couvre pas très bien. C'est un risque perpétuel chez l'humain, année après année. Par contre, ce que j'ai essayé de vous dire aussi, c'est qu'il y a le risque d'une émergence d'une nouvelle pandémie qui est réelle. Est-ce qu'on est bien préparé? On va pas en discuter aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Le virus de la grippe reste le premier candidat d'une nouvelle pandémie. Je vais expliquer, ils n'ont pas de cerveau, ces virus, ils n'ont pas de stratégie. Ils font des mutations. Si tout d'un coup, cette mutation donne un avantage, c'est parti. Mais c'est au hasard. C'est pas réfléchi. Donc l'évolution est imprédictible. Puis la fonction copier-coller n'existe pas. Vous avez vu que le H5N1 fait des grippettes avec des conjonctivites. Le coronavirus qui a fait le Covid, nous, on connaissait ces coronavirus, mais ça faisait juste des rhumes, ça ne faisait pas des pneumonies graves. Mais il y a des choses importantes à avoir en tête. L'influenza peut cibler les nourrissons, les jeunes enfants et les femmes enceintes. Une des bénédictions du Covid, c'est que ça n'a pas touché les nourrissons, ça n'a pas touché les jeunes enfants. Imaginez si on avait dû fermer toutes les écoles, le temps d'avoir des vaccins efficaces. On a des antiviraux, je vous en ai parlé, qui ont des efficacités discutables, mais on a quand même des antiviraux. Et puis, on a l'habitude d'avoir des vaccins qui sont imparfaits, mais on est capable maintenant, quand on suit l'évolution du H5N1 aux États-Unis, de dire, OK, on va préparer un vaccin avec ça. Simplement, on est dépendant des œufs pour l'instant, pour les faits. Ce n'est pas encore des technologies mRNA qui ont émergé, c'est en cours, etc., mais on n'a pas encore ça sous la main. Et puis, le dernier point, c'est pour vous rassurer, il est très probable que les personnes de UNI3 sont protégées contre H5N1 dû à l'exposition génétique que vous avez eue ces 40 dernières années aux différents virus de la grippe. Et ça paraît une bonne nouvelle pour tout le monde. En tout cas pour vous, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Laurent, pour cette conférence riche, pleine d'informations et très vivement menée. Je suis certaine qu'il va y avoir passablement de questions dans l'Assemblée. Merci. Bonjour. Je voulais revenir au sujet des vaccins. Vous m'avez oui, je parlais des vaccins. Là, ça s'entend? Oui. Est-ce que le développement des vaccins à base d'ARN messager, est-ce que ça, c'est pas une solution vers l'avenir qui couvrirait à la fois la grippe, le Covid et peut-être d'autres vaccinations anti pour notre santé, puisqu'on reçoit du même pharmacien cantonal l'avis qu'il faut faire vacciner 3 fois. Ouais. Euh, le, ça pointe son nez, hein, les vaccins mRNA pour la grippe. On n'a pas encore les études suffisantes pour savoir si ça va être aussi efficace. Ce n'est pas parce qu'on a une technologie de vaccin moderne qu'on aura forcément un bon vaccin. Je dirais qu'on a eu beaucoup de chance avec le Covid. Personnellement, je ne comprends pas quelle chance on a eu d'avoir comme ça des vaccins mRNA, ARN messagers qui étaient de firmes qui allaient faire faillite, qui ont réussi, boum, à développer ce vaccin et que ça marche. Donc la question, c'est est-ce que ça va marcher? Il y a la technologie, mais la question, c'est est-ce que ça va marcher? Ça va répondre, ça va déclencher la bonne réponse immunitaire au bon moment, qui va rester, etc. Ce n'est pas certain. Un des exemples qui est, je reviens sur la rougeole, parce que moi, je suis très sensible à cette rougeole. On utilise un vaccin qui probablement est totalement safe, hein, totalement, la sécurité ne pose pas de problème, mais probablement on n'arriverait pas à le mettre sur le marché maintenant. C'est un vaccin vivant, atténué, donc c'est une technologie du temps passé.
le vaccin de la variole, c'est une technologie du temps passé. Le vaccin de la vaccinia, c'est une petite bombe biologique, mais vous avez une protection à vie qui marche vachement bien. Donc, oui, théoriquement, il faudrait se débarrasser des vaccins qui sont cultivés sur des œufs, qui sont cultivés sur des cellules, pour pouvoir faire des productions indépendantes qui soient à à haut rendement, faciles à faire, etc. Vous avez raison, mais on s'y approche, on n'est pas encore. Oui, Bonjour. J'ai juste une petite question. Est-ce que le VRS fait partie des virus de la grippe? là, VRS? non. Non. Non, alors, bon, ça ferait l'objet d'une autre. Le VRS, c'est pas la grippe. J'aurais pu vous présenter la famille des virus respiratoires. Le VRS, c'est virus respiratoire syncytial. Il y a une douzaine de virus respiratoires différents. Qui tous font un rhume, une pharyngite, une toux, une bronchite, etc. Certains plus que d'autres. Certains font plus le rhume, d'autres font plus la bronchite. Le VRS, bah, chez l'adulte, c'est pas très bienvenu, mais chez le nourrisson, c'est une catastrophe. Donc, il y a aussi la cible des personnes qui va changer. Chez le nourrisson, c'est parce que les poumons, ils sont comme ça, grosso modo. Si vous mettez un virus qui va dans les voies respiratoires inférieures, c'est compliqué, ça se bouche assez vite. Mais non, c'est pas du tout un virus de la grippe, c'est une toute autre famille. C'est presque c'est proche de la rougeole, en fait. C'est une famille de la rougeole que de. Après, il y a toute une liste de virus respiratoires. Merci pour cette conférence. J'ai deux petites questions. Les virus type herpès, vous avez dit qu'on l'a depuis la petite enfance. Est-ce qu'on est avec ou est-ce qu'on l'attrape après? Non, non, on l'attrape. Ce n'est pas une transmission verticale, ou alors c'est des catastrophes, c'est très rare. C'est l'herpès de type 2 génital qui peut se transmettre de manière verticale. Mais non, on l'attrape dans l'enfance. Puis ma deuxième question, c'était sur le Tamiflu. On dit qu'il faut le prescrire dans les 24 heures, sinon il ne sert à rien. Non, il faut le prescrire le plus tôt possible. Euh, on dit que c'est 48, 72 heures, mais ça, ce n'est pas très important. En fait, c'est la même chose avec le SARS-CoV-2. Il y a des antiviraux, mais qui sont utiles et marchent seulement si vous les donnez pour le Covid très tôt. Parce qu'après, je vous ai montré ce diapositive qui n'est pas détaillé. À un moment donné, vous avez la réponse immunitaire qui arrive, qui contrôle l'infection et vous commencez à être malade d'autre chose que le virus lui-même, entre guillemets. Parce que le virus est déjà plus ou moins contrôlé, donc vous allez donner un antiviral, ça ne va pas faire grand-chose. Mais oui, vous avez raison, il y a deux points de problème avec ce médicament, c'est qu'il faudra le donner très tôt, donc dès les premiers 2 jours de symptômes. Et puis en plus, être sûr que ce soit la grippe, parce que si on commence à donner du Tamiflu pour un RSV, ça va servir à rien. Vous avez cité tout à l'heure la mononucléose. À quoi est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la population? Voilà. Je ne sais pas vous dire, la mononucléose, c'est un virus qui s'appelle Epstein-Barr. 95% d'entre vous l'a eu. Donc, on peut le détecter encore maintenant dans 95% de la personne ici dans vos cellules. On n'a pas de traitement, ça fait une grande fatigue. C'est un virus qui interagit à vie avec le système immunitaire, probablement. Mais je pourrais vous dire deux ou trois choses, des hypothèses sur la sclérose en plaques en particulier. Mais, mais on s'éloigne un petit peu, j'ai un peu peur d'aller dans ces terrains, mais pour la mononucléose, on n'élimine pas le virus, il reste ici. Et si vous êtes immunosupprimé à un moment donné, par exemple transplanté, il va se réactiver et conduire à des cancers du sang. On appelle des lymphomes. Et il y a aussi une association qui est étrange, c'est-à-dire que chez les gens qui n'ont jamais eu la mononucléose, on voit quasiment jamais de sclérose en plaques.
mais on rentre dans des interactions extrêmement complexes chez l'homme, où il y a la génétique, il y a un virus, il y a 36 000 autres infections qui ont eu lieu dans la vie, il y a des médicaments que vous prenez, il y a un environnement auquel vous êtes exposé, il y a un surpoids, pas un surpoids, il y a un microbiome, il y a un machin. Et là, peut-être un truc qu'on appelle l'intelligence artificielle pourrait nous aider. Donc, moi, je suis encore un fan de l'intelligence non artificielle. Ouais. Merci pour votre conférence. Euh, Est-ce qu'on peut rechercher tout ce qui facilite, disons, l'empêchement d'attraper la grippe? Parfois, on dit qu'il faut prendre des vitamines. Et dans ce cas-là, quelles vitamines? En dehors de bon, le fait de se vacciner, mais qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour éviter la grippe? Voilà. Il faut vivre tout seul sur une île isolée. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il ne faut pas en avoir peur, sauf si vous avez des faiblesses et une comorbidité. On n'a pas, j'ai pas une vitamine à vous proposer, mais il est clair que si vous êtes en bonne santé, que vous n'avez pas un déficit vitaminique X ou Y, un système immunitaire qui a ce qu'il faut pour réagir, ben, vous êtes en meilleure condition que d'autres. Après, il y a des choses étranges, vous savez, dans l'interaction des microbes et des hommes. Vous avez tout d'un coup une jeune femme dont rien ne prédisait qu'elle allait se retrouver aux soins intensifs avec une angine à streptocoque, alors qu'on a vu 25 angines à streptocoque ces 6 derniers mois qui ont été guéries avec un petit peu de pénicilline. J'ai pas par le vaccin et votre bonne étoile de, de, de propositions pour vous prévenir d'une grippe. Après, il y a les masques, il y a l'isolement, mais ça n'aide pas à vivre heureux. Hein. Ouais, en grande partie, vous prenez un peu de vitamine C. Au bout de 24 heures, vous allez simplement l'uriner en grande quantité. Mais je ne vous cache pas que de temps en temps, je prends de la vitamine C. Hein. Ouais, ouais. Oui, La bonjour. vitamine D, peut-être. Vitamine D, c'est peut-être pas mal, mais ce n'est pas pour la grippe en spécifique. Oui, merci pour la conférence. Et j'ai une question peut-être un peu annexe, mais est-ce qu'on a une idée des effets secondaires entre les vaccins type mRNA entre les vaccins, et puis les vaccins classiques? Alors, les vaccins classiques, ils ont des réactions immunologiques immédiates, hein, qui peuvent avoir un peu de fièvre, un peu de douleur. C'est le propre d'un vaccin. Si vous avez un vaccin qui ne fait pas de réaction, ça veut dire que ce n'est pas un très bon vaccin, théoriquement. Je vois qu'il y a Louis qui est là, qui a la vaccination. Mais on s'attend à ce qu'un vaccin il fasse des réactions. Après, il faut qu'elles soient tolérables. Euh, J'ai pas de signaux particuliers pour le vaccin de la grippe peut-être qui sont composés maintenant, qui pourraient être inquiétudes. Il y a eu des événements au cours du développement des vaccins dans le monde, il ne faut pas se cacher. Développer un vaccin, c'est une entreprise, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il nous manque des vaccins. Il y a eu des problèmes en 2009 avec des vaccins, probablement des narcolepsies chez les enfants, décrits en Scandinavie, des effets secondaires un peu étranges. Il y a eu des effets secondaires avec les adjuvants de certains vaccins. Il y a eu des exemples fameux en Suisse aussi avec des paralysies faciales. Il peut y avoir des effets secondaires des vaccins. Maintenant, pour les mRNA, pour la grippe, vu qu'ils ne sont pas encore sur le marché, c'est difficile de vous répondre. Bah, pour le Covid, c'est moi une conférence sur le Covid parce que c'est difficile de répondre comme ça, mais je pense que le signal d'effet secondaire du vaccin Covid tels qu'ils ont été mis sur le marché est négligeable par rapport aux bénéfices. Bonjour, j'ai été vaccinée depuis l'âge de 45 ans parce que j'avais en public. La première année, j'ai eu la grippe, mais maintenant, j'ai eu chaque année le vaccin de la grippe. Et cette année, donc c'est avec l'âge peut-être, le dernier vaccin, je l'ai fait il y a lundi passé, et j'ai eu
plus de douleurs dans les jambes que j'ai jamais eu autrement. Alors, c'est le dernier vaccin que j'ai fait cette année. Donc, maintenant, ça va, hein, j'ai plus de problème. Mais disons, j'ai toujours eu les vaccins chaque année, depuis l'âge de 45 ans, parce que j'avais affaire au public. Et ça, j'ai toujours bien supporté. Ouais. Vous savez, quand on donne ces conférences, on a souvent ce type de questions, de cas individuels, et c'est pas possible de répondre en particulier. Est-ce qu'il y a encore d'autres? Oui, encore une question. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. J'ai une question très simple. Pourquoi il y a plus de le virus de la grippe en hiver? Alors, ça, c'est une très bonne question. C'est probablement pour de multiples facteurs. Un, il y a un phénomène quand même de stabilité environnementale. Deuxièmement, alors j'essaie de construire la réponse parce qu'il n'y a pas une réponse juste, hein. Il y a un problème de promiscuité aussi, avec des ventilations qui sont différentes, hein. Euh, il y a également un problème probablement de sécheresse, de qualité des muqueuses qui n'est pas la même en hiver qu'en en été. Et le froid sur les muqueuses probablement favorise aussi l'émergence des infections respiratoires. Plus, c'est difficile de dire. Ceci dit, en 2009, quand le virus est arrivé dans la population, il a émergé en mai, juin. Avant d'être saisonnier, il y a souvent eu des problèmes. Et puis, il y a d'autres régions dans le monde où les saisons sont différentes, dans des climats humides ou tropicaux, où la saisonnalité est beaucoup moins marquée. Il y a une circulation au fil de l'année. Mais les raisons principales, ben, je vous les ai probablement évoquées. Eh bien, nous entrons dans l'hiver avec les recommandations vaccinales qu'on a reçues et les questions aussi sur les vaccins. Je pense qu'on va s'interrompre là. Je vous remercie beaucoup de votre attention et surtout beaucoup, Laurent Kayser, pour la richesse de cette exposition.